Dans une ville animée appelée Saint-Ville, il y avait une femme nommée Amara. Elle était très belle, avec un sourire éclatant, une taille minuscule et un corps tout en courbe qui attirait l'attention de tout le monde parce qu'elle était si jolie. Tous les hommes de Saint-Ville la désiraient, et de nombreuses femmes souhaitaient être aussi belles qu'elle. Lorsqu'elle marchait dans les rues de Saint-Ville, tout le monde la regardait parce qu'elle était si belle. Les voitures ululaient pour elle et les hommes se heurtaient à des objets, distraits par sa beauté. Ama n'était pas seulement connue pour sa beauté, mais aussi pour son inquiétant passe-temps. Elle aimait attirer l'attention des hommes mariés, en ciblant plus particulièrement ceux qui étaient riches et avaient un certain statut. Ses actes avaient brisé de nombreux foyers, et bien que beaucoup la désapprouvaient, elle portait sa réputation comme un badge d'honneur. On pouvait entendre les chuchotements au marché lorsqu'elle passait, les récits des familles qu'elle avait déchirées. Il fut un temps où l'on racontait des ragots sur Monsieur Okoye, un marchand prospère connu pour ses bonnes affaires. C'était un homme heureux, avec une femme aimante et 3 enfants. Mais un jour, il rencontra Amara. La beauté d'Amara était si frappante que Monsieur Okoye ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Bientôt, il rendit souvent visite à Amara et lui offrit de nombreux cadeaux, de jolies robes, des bijoux brillants et même des parfums coûteux. À chacune de ces visites, il consacre moins de temps et d'argent à sa propre famille. Sa femme a remarqué que leur maison avait moins de choses, et les enfants demandaient souvent « Où est papa ? Pourquoi ne joue-t-il plus avec nous ?» Un jour, Monsieur Okoye a trouvé Amara dans sa chambre avec son mari. Elle s'est sentie impuissante en tant que femme au foyer. Elle s'est battue avec Amara, désireuse de la tuer. Mais son mari s'est interposé pour protéger Amara, qui souriait avec mépris à Madame Okoye. Plus tard, Madame Okoye a décidé de parler à Amara. Elle se rend à l'appartement d'Amara et lui dit « S'il te plaît, Amara, pense à mes enfants. Leur père leur manque. Il nous manque à tous. » Amara regarde Madame Okoye et lui répond simplement « Ce n'est pas ma faute si votre mari m'aime bien. Vous devriez peut-être lui demander pourquoi. » Madame Okoye s'est sentie très triste en entendant cela, et elle est rentrée chez elle, espérant qu'un jour son mari se rendrait compte du mal qu'il avait fait à sa famille. Souvent, les femmes des hommes qu'elle charmait trouvaient Amara dans leur chambre à coucher et la suppliaient d'arrêter de s'immiscer dans leur mariage. Elle la suppliait de laisser leur mari rester fidèle. Cependant, Amara rejetait froidement cette requête. Elle ne montrait aucune sympathie ou remords pour la douleur qu'elle causait. Au lieu de cela, elle lui a répondu « Pourquoi me parles-tu de cela ? C'est ton mari qui a promis de t'être fidèle, pas moi. C'est lui qui a rompu son engagement. C'est à lui que tu devrais parler, pas à moi. » Amara vivait sa vie sans souci. Elle se rendait souvent chez ses amants sans y être invitée, juste pour embêter leurs femmes. Un jour, Amara entendit parler de Chef Obi et de sa femme, Ngozi, un couple célèbre pour sa grande richesse et sa forte influence dans la communauté. Plus elle entendait parler de la réussite et du charme de Chef Obi, plus elle voulait gagner son affection. Elle le considérait comme le prix le plus précieux qu'elle pouvait poursuivre. Amara voyait souvent Chef Obi et sa femme Ngozi arriver à des soirées dans les derniers 4x4 les plus chers. À chaque fois, ses yeux s'écarquillaient de désir. Elle admire non seulement les véhicules de luxe, mais aussi le respect et l'attention que le couple reçoit partout où il va. Ce spectacle a fait naître un profond désir chez Amara. Elle voulait être comme Ngozi, enviée et choyée. Alors qu'Amara regarde Ngozi sortir d'une voiture luxueuse, une étincelle de jalousie jaillit en elle. Elle se dit que Ngozi n'est pas si spéciale. Si Chef Obi peut lui acheter des voitures de luxe, pourquoi n'en ferait-il pas autant pour quelqu'un d'aussi beau que moi ? Cette pensée l'a rendue encore plus déterminée à gagner les faveurs de Chef Obi, souhaitant bénéficier des mêmes cadeaux somptueux que Ngozi. Lors d'un grand événement communautaire, Amara décide d'approcher Chef Obi. Sa robe lui colle à la peau comme une seconde peau. Son rire résonnait clairement, attirant de nombreux regards sur elle. Lorsqu'elle s'adresse à Chef Obi, il est immédiatement charmé par elle et il commence à discuter avec enthousiasme. De l'autre côté de la pièce, Ngozi les observait avec un visage calme qui ne laissait transparaître aucune émotion, ce qui rendait difficile de deviner ce qu'elle pensait. Au cours des semaines qui suivirent, Amara et Chef Obi se virent souvent. Ils parlaient, riaient et passaient du temps en compagnie l'un de l'autre, ce qui donnait à Amara un sentiment de victoire. Elle pensait avoir réussi à éloigner Chef Obi de sa femme.
Pour tenter de contrarier Ngozi, Amara s'assurait de montrer à quel point elle se rapprochait de Chef Obi chaque fois que Ngozi était dans les parages. Cependant, Ngozi ne réagit ni par la jalousie ni par la colère. Au lieu de cela, elle souriait simplement d'une manière sereine et ennuyeuse qui déroutait Amara. « Quel est ton secret ?» Amara lui demanda un jour, lors d'une rencontre particulièrement audacieuse, « Comment peux-tu être aussi calme ?»« Ma chère, » répondit Ngozi. Sa voix était douce et égale. « Il y a des choses dans la vie qui demandent de la compréhension. Le temps. Au-delà de ce que nous voyons, tout sera clair avec le temps. » Au fil du temps, la relation entre Amara et Chef Obi s'est resserrée en très peu de temps. Chef Obi, qui aimait auparavant aller dans des clubs et à des événements sociaux avec sa femme, Ngozi, a commencé à emmener Amara à sa place. Amara se sentait triomphante, heureuse de l'avoir enfin conquis. Un jour, à sa grande joie, Chef Obi a même pris l'un des luxueux SUV de Ngozi et l'a offert à Amara. La ville de Brême en est très fière. Amara s'est vantée du cadeau auprès de ses amis et a montré le véhicule coûteux. Elle a également utilisé l'argent que Chef Obi lui a donné pour voyager à l'étranger avec ses amis, menant une vie glamour et luxueuse. Chef Obi avait toujours gardé un rôle très clair dans sa relation avec Amara. Il n'a jamais été intime avec elle. C'était une limite dont il ne parlait pas, mais qu'il respectait scrupuleusement. Cela donnait à Amara l'envie de conquérir son cœur. Cependant, un jour, alors qu'elle était avec Chef Obi, Amara fit une remarque déplacée. Elle commença à parler en mal de Ngozi, la critiquant et essayant de faire en sorte que Chef Obi voie sa femme d'un mauvais œil. Cela met Chef Obi en colère. « Comment oses-tu parler ainsi de ma femme ?» s'exclama-t-il. Sa voix était pleine de fureur. « Si tu manques à nouveau de respect à Ngozi ou si tu la mentionnes en mal, tu le regretteras. Tu comprends ?» Sur ce, il partit en trombe, laissant Amara dans une situation où, pour la première fois, elle se sentait obligée de s'excuser à plusieurs reprises. Elle n'avait jamais supplié un homme auparavant, mais la peur de perdre son style de vie l'oxait et la réalisation que Ngozi pourrait finalement gagner l'ont désespérée. Elle a appelé Chef Obi tous les jours, s'excusant et implorant son pardon. Après une semaine de tension, Chef Obi a fini par lui pardonner. Ils se sont rencontrés dans l'appartement d'Amara, où elle s'est agenouillée devant lui et lui a promis « Je ne manquerai plus jamais de respect à ta femme ». Chef Obi accepte ses excuses, mais l'incident laisse un goût amer à Amara. Plus tard, toujours incapable de comprendre ce que Chef Obi voyait dans sa femme, Amara exprima sa frustration à son ami « Je ne comprends pas. Elle n'est même pas jolie. » « Elle n'est même pas jolie », se plaint-elle avec colère. Un soir, sous un beau matin plein, Chef Obi organisa une grande fête toute blanche dans sa maison sur la plage. Le cadre était à couper le souffle, l'océan brillait sous les rayons du soleil, les tables étaient garnies de mets délicieux et les coupes de champagne s'entrechoquaient. Ngozi, la femme de Chef Obi B, était également présente, élégante et posée. Du balcon, Ngozi remarque Amara près de son mari avec un sourire narquois. Elle lève sa coupe de champagne vers eux pour porter un toast. Voyant cela, Amara ressentit un élan de rivalité et se promit silencieusement « Ce soir, je gagne complètement sur son mari ». À l'approche de minuit, la fête s'était calmée et de nombreux invités étaient éméchés, y compris Amara. Chef Obi guide Amara, chancelante, vers l'une des chambres à coucher. Dans la salle de bain spacieuse et luxueuse, il l'aide à s'installer dans la baignoire en lui disant « Allons te nettoyer ». Au bout d'un moment, Ngozi les rejoint. Ensemble, ils essuyèrent doucement Amara avec une serviette, puis la portèrent jusqu'à un lit recouvert d'une literie rouge. Ils la couchèrent doucement, puis se retirèrent tous les deux sur un canapé loin du lit, en fermant la porte derrière eux. La pièce résonnait encore des sons lointains de la musique de la fête, mais à l'intérieur, il n'y avait que Chef Obi, Ngozi et Amara. Chef Obi et Ngozi, vêtus de leurs vêtements blancs immaculés, étaient assis tranquillement et regardaient les aiguilles de l'horloge avancer vers minuit. Lorsqu'il sonna minuit, ils commencèrent à fredonner et à chanter doucement, un son étrange et rythmé emplissant la pièce. Soudain, un énorme tuyau émergea d'un grand pot d'argile dans le coin. Il semblait savoir exactement où aller, se glissant directement vers le lit où reposait Amara. Le serpent l'appela, et après avoir dormi avec elle, il retourna au port.
Chef Obi et Ngozi refermèrent rapidement la marmite et la poussèrent à travers une porte rouge secrète dans la pièce. Ils quittèrent ensuite la pièce en silence, laissant Amara endormie. La fête se poursuivit jusqu'au petit matin, et plus tard, Chef Obi retourna dormir à côté d'Amara. Lorsqu'Amara se réveilla, elle se sentait anormalement fatiguée et n'avait aucun souvenir des événements de la nuit. Chef Obi, allongé à côté d'elle, sourit et dit « Tu as passé une sacrée nuit ». Amara croyait qu'ils avaient partagé un moment spécial, ignorant complètement les événements étranges et mystiques orchestrés par Chef Obi et Ngozi. Cependant, ce qu'Amara ne savait pas, c'est que Chef Obi et Ngozi partageaient un secret qui liait leur mariage avec une force peu commune. Dans leur quête de richesse, ils avaient consulté un dibia, un guérisseur traditionnel, qui leur avait dit que leur prospérité était liée à un rituel. Ce rituel exigeait de Chef Obi qu'il trouve plusieurs belles femmes. Il devait les amener à une cérémonie spéciale sous la pleine lune. Cette cérémonie était organisée en l'honneur d'Ekuinsu, un dieu filou. Ekuinsu était représenté par un serpent. Ekuinsu se satisfaisait d'une femme dans le cadre du rituel, et en retour, Chef Obi recevait une grande richesse. Il existait cependant une règle stricte. Personne en dehors du rituel ne pouvait apprendre l'existence d'un quincal. Si le secret était révélé, les conséquences seraient terribles. Pour assurer leur succès continu, Ngozi, sûr de son mariage et de son rôle dans le rituel, ne voyait pas Amara comme une menace, mais comme un moyen d'arriver à ses fins. Après la fête sur la plage, Chef Obi a commencé à s'éloigner d'Amara. Il ne répond plus à ses appels téléphoniques, ce qui lui donne l'impression d'être ignoré. Pendant ce temps, Ngozi entendait parfois ses amis dire qu'elles avaient vu Chef Obi avec une très belle femme dans un club, ce qui la mettait en colère. Alors que Chef Obi prenait ses distances, Ngozi a confronté Amara alors qu'elle faisait du shopping avec ses amis. Accompagnée de ses gardes du corps, Ngozi s'est approchée d'Amara, devant tout le monde, l'a mise dans l'embarras et a repris le 4x4 qu'elle avait autorisé Chef Obi à offrir à Amara. Se sentant impuissante, Amara a essayé de trouver Chef Obi pour se plaindre des agissements de sa femme, mais il était introuvable. Elle s'est même rendue à la maison de la plage où ils avaient fait la fête, dans l'espoir de le trouver. Mais ce n'était qu'une maison de vacances, toujours vide. Les gardes ne l'ont même pas laissé franchir les portes. Au cours d'une autre période de pointe, il y a eu une autre fête sur la plage dans la même maison. Amara a réussi à s'y faufiler, habillée tout en blanc pour se fondre dans la masse. Pendant la fête, elle a remarqué qu'une personne montait à l'étage, curieuse et un peu anxieuse. Elle le suivit tranquillement et arriva en haut. Elle perdit de vue la pièce dans laquelle il était entré. Se souvenant de la dernière fête, elle décida d'aller dans la chambre qu'elle avait utilisée auparavant, espérant l'y trouver. Où peut-il être ? Murmura Amara en hésitant devant la porte. La main sur la poignée, un sentiment de malaise la saisit alors qu'elle ouvre la porte. La chambre était vide, remplie sans raison. Sur sa gauche, une porte peinte d'un rouge sombre et effrayant. Elle pouvait entendre un léger bourdonnement et un chant derrière la porte, un son à la fois sinistre et hypnotique. Le cœur battant la chamade, Amara tendit la main. Ses doigts tremblaient lorsqu'ils se refermèrent sur la poignée de la porte. Elle la tourna lentement, le grincement perçant le bourdonnement au fur et à mesure que la porte s'ouvrait. Lorsque la porte s'ouvre, Amara entre à l'improviste dans la pièce qui ressemble à un hôtel. Amara entre à l'improviste dans la pièce qui ressemble à un hôtel, recouvert d'étoffe rouge et dominé par une croix blanche. Ngozi et Chef Obi, en plein rituel, vêtus de blanc et tenant une petite calebasse, sursautent et arrêtent leur chant pour la regarder. Ils étaient agenouillés devant Ekuinsu, le serpent qui semblait interagir avec eux. Figée sur place, Amara regarda Ngozi se lever rapidement, fermer la porte derrière elle et lui ordonner fermement de s'asseoir et de ne pas bouger. Amara obéit et s'assit tranquillement. Ngozi ajouta, « Ne bouge pas ou Ekuinsu va frapper. » Avec un profond sentiment de peur, Amara s'agenouille tandis que le python, Ekuinsu, commence à s'approcher. Ekuinsu s'enroula lentement autour d'elle, se déplaçant de ses orteils à sa tête dans un rituel de cette manière épaisse avant de se dérouler et de s'éloigner. Cette rencontre avait pour but d'effacer le souvenir de ce qu'elle avait vu. Choquée par cette expérience, Amara s'évanouit. Ngozi et Chef Obi l'ont rapidement transportée dans une autre chambre. Quelques heures plus tard, vers 3 heures du matin,
Amara se réveille et trouve Chef Obi assise à côté d'elle. Soulagée et réconfortée, elle se penche vers lui et lui dit « Je savais que tu ne m'oublierais pas ». Chef Obi se contente de sourire, sans rien dire. Au lever du soleil, Amara, ne se souvenant pas du reste de la nuit d'hier, tenta de discuter de sa voiture avec le Chef Obi. Ce dernier l'a rapidement mise en garde, « Ne parlez pas mal de ma femme ». Pourtant, il s'est un peu adouci et a promis « Je vais t'acheter une nouvelle voiture ». Fidèle à son habitude, il donne de l'argent à Amara et la fait raccompagner par ses gardes. Une semaine plus tard, Amara retourne dans son village pour rendre visite à sa mère. Mais elle a remarqué quelque chose. Contrairement aux autres jours, des hommes de différents calibres ne pouvaient pas la quitter des yeux. Tous les hommes qu'elle a rencontrés ne l'ont pas regardée 2 fois. Cette expérience l'a inquiétée. Mais elle n'y a pas réfléchi. Elle s'est immédiatement rendue dans son village. Elle est allée voir sa mère. Le retour d'Amara à la maison fut accueilli par un mélange de joie et d'inquiétude de la part de sa mère. Les villages s'étaient enflammés, ridiculisant la mère d'Amara à cause des rumeurs qui décrivaient Amara comme quelqu'un qui perturbait les mariages des autres pour de l'argent. Chaque fois que la mère d'Amara essayait d'acheter quelque chose au marché, elle entendait des murmures « Utilisez-vous l'argent que votre fille reçoit de ces hommes mariés ?» Quelqu'un lui demandait en se moquant. Un autre dirait « Nos filles étudient à l'université, mais la tienne est occupée à casser des maisons. » Ces paroles étaient blessantes parce qu'elles étaient en partie vraies. Amara était bien connue à Saint-Ville et les étudiants rapportaient souvent des histoires sur elle au village. Ces ragots avaient fait des ravages chez sa mère, qui avait cessé d'assister aux réunions locales de femmes pour éviter la honte. Aussi, lorsqu'Amara est sortie du Kekenapep, un tricycle, et est entrée dans sa cour, sa mère était déjà sur les nerfs. Mais soudain, Amara s'est mise à crier, les souvenirs effacés par Ikuinsu lui revenant comme un vent sauvage, prise d'un violent mal de tête et de fièvre, comme si elle se réveillait d'un cauchemar. Sa mère et le chauffeur du caca se sont précipités à son secours, l'aidant à entrer dans le salon. Une fois calmée, Amara a commencé à raconter les expériences déroutantes qu'elle avait vécues à la fête de Chef Obi. Sa mère l'écoutait tranquillement, son regard brillant et ses yeux brillants. Sa mère l'écoutait tranquillement, son calme surprenant Amara. Demanda Amara. Sa voix était remplie d'un mélange de peur et de confusion. Sa mère poussa un profond soupir, des larmes perlaient au fur et à mesure qu'elle parlait. C'est pour cela que je t'ai supplié de rentrer à la maison la semaine dernière. Je suis ridiculisée chaque jour à cause des choix que tu as faits. Je ne peux même pas affronter les autres femmes du village. J'étais tellement désespérée que j'ai appelé le prophète pour qu'il prie pour toi. Amara roule des yeux à la mention du prophète, mais sa mère continue, le prophète a vu un nuage sombre au-dessus de toi. Il m'a donné de l'eau bénite et une corde que j'ai enterrée à l'entrée où tu t'es effondrée. Il a dit que cela pouvait t'aider et que tu devais venir le voir, mon enfant. Il faut que tu arrêtes ce mode de vie. Mais c'est ce mode de vie qui nous nourrit, maman. Rétorqua Amara, puis s'arrêta, réfléchissant à ce qu'elle allait dire. Attends, je vais appeler mes amis. Ils m'ont parlé d'un puissant guérisseur dans un autre village. Elles disent qu'il les a aidés à rencontrer des hommes riches en ville. Essayons de le rencontrer le lendemain matin, avant de se diriger vers une hutte isolée, recouverte de tissus rouges et blancs et remplie de statues intimidantes. L'air devint froid lorsqu'ils entrèrent. Un mystérieux personnage aux longs cheveux blancs, le visage caché, les accueillit, marchant à reculons avant de s'asseoir. « Enlevez vos chaussures, ordonna-t-il, et elles obéirent, s'agenouillant sur le sol en terre battue. Amara déposa devant eux une pile d'argent dans une calebasse. « Parlez, mon enfant. Qu'est-ce qui te tracasse ?» demande Didi Beya. Alors qu'Amara commence son récit, Didi Beya l'interrompt soudain, « Arrête. Mes os m'ont tout montré. Tu as rencontré le ritualiste, n'est-ce pas ?» Amara acquiesça, surprise par ses connaissances. Sans plus de discussion, le Dibéa lui tendit un paquet. « Couchez-vous avec ça pendant une semaine, et tous vos problèmes disparaîtront. » « Mais, » commença Amara, « pas de mais. Je suis la plus puissante des Dibéas. Fais ce que je te dis. » Il insista fermement. Amara et sa mère partirent rapidement, se sentant à la fois soulagés et déstabilisés. De retour à la maison,
Amara suivit les instructions du Dibeya et se basa sur le mélange. Pendant ce temps, en ville, Jifubi constate que sa fortune décline. Ses affaires périclitaient et ses clients, autrefois fidèles, le quittaient. Ngozi et lui, alarmés et désorientés, se rendirent dans leur propre Dibeya pour obtenir des réponses. Couple insensé, le Dibeya les a éconduits après avoir écouté leurs préoccupations. « Ne vous avais-je pas prévenu ? Personne ne doit assister à vos rituels. » « Mais nous avons été prudents, » protesta Chef Obi. « Seul Amara le sait. »« Personne ne doit assister à vos rituels. »« Mais nous avons été prudents, » a protesté Chef Obi. « Seul Amara le sait. » Le Dibeya secoua la tête, leur montrant dans son miroir une vision d'Amara lui décrivant son calvaire. « Tu vois ? Les secrets sont dévoilés. Je me suis occupé d'elle pour l'instant, mais vous devez agir ou vous perdrez tout. » Cette révélation a plongé Chef Obi et Ngozi dans un état de panique, réalisant toutes les implications de la compromission de leurs secrets. Le Dibeya, très en colère, a demandé à Chef Obi et Ngozi de répéter les règles du rituel à haute voix. Il voulait s'assurer qu'ils comprenaient à quel point il était important de garder le rituel secret. Au fur et à mesure qu'ils énoncent les règles, leurs voix s'emplissent d'inquiétude, car ils savent qu'ils n'ont pas réussi à garder leur secret en sécurité. Premièrement, une belle femme doit être fournie à un Kwezu chaque mois complet pour qu'il puisse coucher avec elle. Deuxièmement, nous ne devons pas avoir d'enfants car la richesse n'est pas générationnelle mais liée à nous deux. Troisièmement, moi, Shifobe, je ne dois pas coucher avec une autre femme que mon épouse Ngozi. Quatrièmement, personne ne doit assister au rituel, sauf nous deux. Le Dibeya écoute attentivement, son visage sévère montrant la gravité de la situation. Il leur a rappelé que toute rupture du secret pouvait entraîner une effusion de sang, non seulement pour eux, mais aussi pour toutes les personnes impliquées. Il leur a ensuite expliqué les conséquences de leur négligence. Parce que vous n'avez pas su garder le secret, vous avez perdu une partie de vos affaires, a-t-il dit. Sa voix était ferme, indiquant la gravité de leur situation. De plus, pour remédier à ce gâchis, vous devez offrir un sacrifice, et ce sacrifice doit être un Mara. Pour l'instant, poursuivit-il, je me suis occupé d'Amara. Elle a perdu la raison, et sa mère, voyant son état, sera trop effrayée pour parler de ce qui s'est passé. Elle n'a pas été témoin, elle n'est donc pas une menace. Les paroles de la Dibeya emplissent Chef Obi et Ngozi d'un profond sentiment d'effroi. Chef Obi et Ngozi sont occupés à élaborer des plans pour faire disparaître Amara pour de bon. Au même moment, au village, Amara a commencé à devenir folle, regardant les murs sans but et se moquant d'elle-même toute la journée. Cela inquiéta sa mère, une fois de plus, elle appela le prophète qui pria pour Amara, et bientôt Amara redevint saine d'esprit. Le prêtre dit à Amara que le serpent du rituel lui a volé sa blessure et sa chance. Il dit que le serpent doit être tué par la prière pour que tout revienne à l'expéditeur. Amara et lui devaient jeûner pour se défendre spirituellement. Mais Amara, en colère et désireuse de se venger, a mal compris le prêtre. Elle pensait qu'il voulait tuer le serpent physiquement. Elle se rendit donc à la ville. Sa mère ne savait pas où elle était allée et était très inquiète. En ville, tard dans la nuit, Amara et une amie se sont rendus à la maison de plage de Chef Obi en passant par une arrière-cour cachée, une petite porte. Elles se sont garées loin de la maison, et Amara a escaladé le mur et est entrée à l'intérieur sans que les gardes ne la voient. Elle connaissait la chambre où elle devait se rendre et s'y rendit immédiatement sur la pointe des pieds. Elle ouvrit la porte rouge et trouva un pot lourd avec ce serpent, mais elle ne pouvait pas le laisser seul. Elle a appelé son amie sur son téléphone et, ensemble, en se débattant et en transpirant, elles ont finalement réussi à le transporter hors de la maison. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la maison était équipée de caméras. Chef Obi et Ngozi ont tout vu sur leur téléphone et se sont précipités vers la maison. Amara et son ami ont réussi à mettre l'herbe dans le coffre de leur voiture, mais dans leur empressement, l'avance s'est légèrement déplacée. Alors qu'ils s'efforcent de fermer correctement le coffre, des phares apparaissent, signalant l'arrivée de Chef Obi en Ngozi. Paniqués, un homme et son ami ont sauté dans la voiture et ont démarré en trombe, au moment où le véhicule de Chef Obi s'est mis à les suivre. Une course-poursuite sans suite. Dans le chaos, l'ouverture du coffre s'est ouverte et Ekuansu, le serpent, en est sorti et est tombé sur la route. Dans une tournure tragique, la voiture de Chef Obi a écrasé Ekuansu,
le tuant sur le coup. Furieux de la perte d'Ekwensu, Chef Obi et Ngozi le suivent et le poussent vers le bord de la route. Pendant ce temps, Didipia, qui observait tout cela depuis son sanctuaire, fut frappé d'une crise cardiaque dans sa fureur. Alors que les deux voitures s'approchent du pont, Amara et son ami parviennent à sauter juste avant que la voiture ne tombe du pont. Malheureusement, Amara a été gravement blessé, ce qui a entraîné l'amputation de sa jambe. Chef Obi et Ngozi ont perdu le contrôle de leur voiture, qui s'est également écrasée et a pris feu. Après tout cela, Amara est retournée dans son village en chaise roulante. Elle avait besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle et n'était plus la personne qu'elle était auparavant. Elle est devenue presque invisible pour son entourage, menant une vie très différente en tant que conférencière de motivation, mettant en garde les jeunes dans les lycées contre les dangers d'une telle vie.